Papa, elle ne peut pas acheter de truand de Noël pour son enfant. La voix du garçon de 6 ans trancha comme un couteau les murmures étouffés dans le supermarché. Toutes les têtes à la caisse se tournèrent. Marcus Wyden, directeur général d'une grande entreprise technologique hambourgeoise, sentit le sang lui monter au visage. Mais sa honte s'estompa immédiatement lorsqu'il croisa le regard de la femme devant lui, la véritable victime de cette scène. Vivienne Talberg, mère célibataire, était pétrifiée. Elle tenait dans sa main le truand qu'elle venait de remettre dans le rayon réfrigéré. 34,99 €. Une somme qu'elle n'avait tout simplement pas, avec ses factures impayées et les dettes liées aux frais d'hospitalisation de sa fille. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle toucha le plastique froid. Elle avait imaginé le visage radieux de sa petite fille Charlier lorsqu'elles auraient enfin un vrai repas de Noël, une fois par an. Mais maintenant, après les paroles de cet enfant, elle se sentait exposée, nue, devant tout un groupe d'inconnus. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Elle attrapa son sac de course, des pâtes, de la sauce tomate, du poulet, tous des produits bon marché, prit la main de Charlie Haas et celle de Flo. Elle leur caressa les épaules. Marcus resta figé sur place. Pour la première fois depuis la mort soudaine de sa femme 3 ans auparavant, il ressentait autre chose que de la leçon. Dans cette femme, il voyait une douleur différente de la sienne, mais tout aussi profonde. Et quelque chose en lui se brisa. « Papa, pourquoi elle s'est enfuie? Elle est fâchée contre moi ?» demanda son fils Sébastien avec de grands yeux incertains. Marcus le regarda, puis regarda la sortie par laquelle Vivian avait disparu. Il ne le savait pas encore. Mais ce moment embarrassant dans un supermarché tout à fait ordinaire allait changer leur vie à tous. Les néons du Frisch Markt Elbtor bourdonnaient doucement tandis que Marcus poussait son caddie dans les allées. Sébastien était assis à l'avant dans son siège enfant, les jambes ballottant, et fredonnait un chant de Noël. C'était la veille de Noël et le magasin était envahi par cette panique typique qui survient toujours lorsque les gens pensent qu'il n'y aura plus de lendemain s'ils oublient de la crème. Les familles poussaient des caddies bondés, cochant leur liste, tandis que Marcus prenait machinalement les articles qu'il achetait chaque année, même s'il n'avait guère d'appétit. Depuis la mort de Camille, Noël avait perdu tout son sens pour lui. « Papa, regarde toutes ces dindes !» s'écria Sébastien en montrant les emballages brillants dans le rayon frais. Ses cheveux blonds scintillaient à la lumière et, l'espace d'un instant, Marcus vit sa défunte femme dans ses yeux bleus. La douleur le frappa comme un coup de poing. « Oui, mon chéri, il nous en faut une », répondit-il d'une voix atone. Il prit la plus grosse, une dinde bio élevée en plein air à 69,80 €. L'argent n'avait aucune importance. En tant que directeur général de Wyden Technologies, il aurait pu en acheter 1000, mais aucune ne lui rendrait ce qu'il avait perdu. « Sommes-nous encore tristes cette année, papa? » Sa main se figea. Il regarda Sébastien, ses yeux bien trop jeunes pour avoir déjà connu autant de pertes. « Nous essayons d'être heureux. Oui, maman l'aurait voulu. »« Elle me manque, » murmura Sébastien. « Moi aussi, mon garçon. » Ils se dirigèrent vers la caisse, le chariot rempli de tout ce que l'argent pouvait acheter. Des vins coûteux, des spécialités françaises, des RLs importés. Mais Marcus savait qu'aucun goût, aucun festin ne pouvait combler le vide. Ce n'est que lorsque Sébastien tira sur sa manche que Marcus remarqua la jeune femme derrière eux dans la file d'attente. Ses longs cheveux blonds étaient attachés en une simple tresse. Sous sa veste d'hiver usée, elle portait des vêtements d'hôpital. À côté d'elle se tenait une petite fille, à peine âgée de 7 ans, qui tenait une feuille colorée, un dessin d'enfant réalisé à la cire. Dans son caddie, il y avait un paquet de pâtes, de la sauce tomate, du pain, du poulet, du lait, rien de plus. Vivien regardait sans cesse le rayon réfrigéré près de la caisse, où des dindes étaient en promotion. Les petites, avec les étiquettes rouges vives. « Maman, Madame Peters a dit qu'à Noël, on mange toujours de la dinde, » dit la petite fille à voix basse. Vivienne s'agenouilla, même si son dos la brûlait après avoir fait 2 services. « Je sais, ma chérie, mais tu te souviens de ce que je t'ai dit? Parfois, nous fêtons Noël différemment, et c'est très bien aussi. » Charlie acquiesça courageusement, mais ses yeux brillaient de déception. Vivien se souvint de la photo dans le sac à dos de Charlie, sa petite famille autour de la table, une dinde dorée au milieu. La nuit dernière, elle s'était assise dans la salle de bain et avait pleuré pour que sa fille ne l'entende pas.
Lentement, elles avancèrent dans la file d'attente. La dinde la moins chère coûtait 34,99 €, une somme qu'elle n'avait tout simplement pas. La facture d'électricité était en retard. La veste d'hiver de sa fille était trop petite. Les factures de l'hôpital de l'année dernière s'accumulaient. Elle prit de la dinde juste pour la sentir à nouveau. Froide, lourde, comme tout le poids de sa vie. On l'achète, maman? Demanda Charlia avec espoir. Vivien regarda l'image du trutan dessinée dans la main de l'enfant, puis le véritable animal brillant en plastique. Tu sais quoi, ma chérie? Cette année, nous allons faire quelque chose de très spécial. Notre gratin de pâte préféré avec du fromage en plus. Nous l'aimons tous les deux. Elle esquissa un sourire. Nous cuisinerons ensemble, porterons nos tabliers, ferons une vraie fête. Elle reposa le trutan. J'adore quand on cuisine ensemble, maman, dit Charlia calmement, même si ses yeux trahissaient ses sentiments. Vivien se pencha et l'embrassa sur le front. Moi aussi, mon cœur. Derrière elle, Sébastien observait tout. Le geste, le regard, le tremblement de la main. Il ne comprenait rien à l'argent ou aux dettes, mais il reconnaissait la tristesse. Papa, dit-il à voix haute dans le silence soudain entre les bips de la caisse. Cette femme ne peut pas acheter de trutan pour son enfant. Mais à Noël, tout le monde devrait avoir un trutan, non? La phrase résonna comme un coup de tonnerre dans les allées. Vivien se figea. Une chaleur lui monta au visage. Une honte qui lui coupait le souffle. Le cœur de Marcus se serra. Il voulait dire quelque chose, mais il était trop tard. Viviane posa ses quelques articles sur le tapis roulant, évitant de regarder qui que ce soit. « 1860 girl », dit doucement la caissière. Viviane tendit un billet de 20 froissés. C'était l'un des derniers billets de son salaire, qui avait déjà été dépensé depuis longtemps. « Ce n'est pas grave, maman », murmura Charlia. « Je n'ai pas besoin de trutan. Je t'ai toi. » Quelque chose se brisa en Viviane. Elle prit le sac, saisit la main de Charlia et quitta précipitamment le magasin. Marcus resta immobile. Dans sa voiture se trouvait le coûteux trutan qui lui semblait soudain être un signe de superfluité. Sébastien le regarda avec une confusion coupable. Papa, est-elle en colère maintenant? Non, mon garçon, elle est triste. Et dans le cœur de Marcus s'éveilla un sentiment qu'il avait oublié depuis des années, une véritable compassion. Dehors, la neige tombait doucement sur les toits de Hambourg, tandis que Marcus et Sébastien se dirigeaient vers la voiture. Le vent était vif, mais Marcus ressentait une autre brûlure dans sa poitrine, un malaise qui n'avait rien à voir avec le froid. Son fils était silencieux, inhabituellement silencieux. Ce n'est que lorsque Marcus a démarré le moteur que Sébastien a murmuré. Maman disait toujours qu'il fallait aider quelqu'un qui était triste. On peut aider cette dame, papa? Marcus regarda dans le rétroviseur, où les feux arrière des voitures brillaient comme des étoiles floues. Cette pensée ne le quittait pas. Il avait le sentiment que lui, l'homme qui brassait des millions, venait de rencontrer une personne qui perdait chaque seconde. Peut-être que nous pouvons, mon fils, dit-il doucement. Peut-être que nous pouvons. Cette nuit-là, Marcus ne trouva pas le sommeil. Il était assis dans son bureau qui surplombait l'Elbe. La ville scintillait sous ses yeux, les lumières se reflétaient dans l'eau. Il avait tout, le succès, l'influence, l'argent. Et pourtant, sa vie lui semblait plus vide que le ciel sombre au-dessus de la ville. Il pensait à Viviane, à son visage, au tremblement de ses mains lorsqu'elle comptait l'argent. Il ouvrit son ordinateur portable et rédigea un email. Pas à sa secrétaire, ni à la banque, mais à un détective privé qu'il engageait parfois pour des questions de sécurité. Trouvez-moi les coordonnées de Vivienne Telberg, s'il vous plaît. J'en ai besoin de toute urgence. Pas de dommages, pas de questions. Le lendemain, le 24 décembre, un dossier était posé sur son bureau. Vivienne Telberg, 28 ans, domiciliée à Hambourg-Wilhelmsburg, mère célibataire. Fille, Charlia, 7 ans. Profession, aide-soignante à l'hôpital Sainte-Marien, 60 heures par semaine, 2 gardes de nuit par semaine. Salaire net légèrement supérieur au salaire minimum. Dette, environ 39 000 € de frais hospitaliers impayés en raison de la pneumonie de sa fille l'hiver dernier. 2 mois de loyer en retard, menace d'expulsion, aucun soutien familial. Marcus fixait le dossier. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qui ressemblait à un sentiment d'utilité,
Mais en même temps, il avait honte. Alors qu'elle travaillait jusqu'à l'épuisement, il avait dépensé rien que ce soir-là plus d'argent en vin qu'elle ne gagnait en un mois. Mais comment pouvait-il l'aider? Un chèque à la porte ressemblerait à une aumône et après l'humiliation au supermarché, elle détesterait toute forme de pitié. Dans l'après-midi, Sébastien se tenait à la porte de son bureau, une peluche dans les bras. Papa, quand est-ce qu'on mange notre dinde? Marcus regarda la table de fête somptueuse dans la salle à manger. 2 couverts, des montagnes de nourriture, le silence. Chaque année, le même rituel. Chaque année, le même vide. Comment te sentirais-tu si nous ne la mangions pas seuls? Demanda soudain Marcus. Sébastien cligna des yeux. Avec qui? Peut-être avec quelqu'un qui n'a personne d'autre. Le sourire de l'enfant était comme un rayon de soleil. Avec la femme et la petite fille. Le cœur de Marcus se serra. Peut-être si vous nous laissez faire. Il mit la dinde, les accompagnements, les sauces et les desserts dans des plats et des récipients. La voiture se remplit de l'odeur d'un festin. Sébastien portait le panier de petits pains comme un trésor. La maison à Wilhelmsburg était vieille mais propre. Un bâtiment gris avec des jardinières aux fenêtres, dans lesquelles la neige s'était accumulée. Marcus monta les escaliers. Sébastien sautillait à côté de lui. Sur la porte était inscrit F. Talberg 3B. Bear frappa. Un léger cliquetis, la chaîne de sécurité. Puis la porte s'est entr'ouverte. Viviane l'a vue et ses yeux se sont écarquillés. « Oh mon Dieu !» a-t-elle murmuré. « Vous êtes l'homme du supermarché. » « Oui, » rapidement répondit Marcus. « Ne vous inquiétez pas, je ne voulais pas vous causer d'ennui. Je ne veux pas de problème. Non, non, je suis ici pour m'excuser. Et puis, nous avons trop de nourriture. Je me suis dit que vous et votre fille pourriez peut-être venir manger avec nous. » Elle plissa les yeux. « Nous n'avons pas besoin de pitié. Je n'accepte pas les restes. Ce ne sont pas des restes, » dit Sébastien avec empressement. « Notre cuisinière en fait toujours trop. Et papa a dit que vous aimeriez peut-être du truton. » Viviane regarda l'enfant, ce visage honnête qui ne connaissait pas l'arrogance. Derrière elle, Marcus aperçut la petite table, 2 assiettes, un pot au feu, un morceau de poulet. C'était décidé. Il baissa la voix. « Pas par pitié, s'il vous plaît, mais en tant qu'êtres humains, en tant que voisins. J'ai perdu ma femme. Mon fils et moi mangeons seuls chaque année. Cela compterait beaucoup pour nous si vous nous teniez compagnie. » Quelque chose changea dans le visage de Viviane. Peut-être était-ce le ton de sa voix. Peut-être le mot « perdu ». Elle détacha la chaîne et ouvrit la porte plus largement. « Je suis désolé pour votre femme et pour hier. » Une petite tête apparut derrière elle. « Maman, c'est le garçon du magasin. »« Bonjour, » dit Sébastien timidement. « Je m'appelle Sébastien. Nous avons du truton. » Charlie rit. Un rire d'enfant clair et sincère. « Je m'appelle Charlie. Tu veux voir ma photo? »« Oui. » Et déjà, les 2 enfants couraient vers le salon, tandis que les adultes restaient debout dans l'embrasure de la porte, indécis. 1 heure plus tard, le petit appartement embaumait les odeurs d'un festin. Viviane portait un jean et un pull simple. Sans la fatigue du travail de nuit, elle semblait plus jeune, presque vulnérable. Elle aida Marcus à mettre la table, ses gestes assurés, ses mains diligentes et calmes. La petite table était à peine assez grande pour accueillir tous les plats. Ils posèrent donc des plats sur les rebords de fenêtres et les chaises, puis les 4 personnes que le destin avait réunies en cette soirée de décembre s'assirent. Charlia goûta le truton et s'écria avec enthousiasme. « Maman, c'est le meilleur truton du monde. » Viviane rit, les larmes aux yeux. « C'est vrai, ma chérie, le meilleur. » Marcus les regarda. « Je suis heureux que nous ayons pu partager cela. » Charlia demanda soudain. « Pourquoi votre femme est-elle morte? » Viviane se figea. Charlia, mais Marcus sourit tristement. « Ce n'est pas grave. Elle avait une maladie cardiaque. Personne ne le savait. Elle n'avait que 28 ans. » Viviane posa délicatement sa main sur la sienne. « Je suis vraiment désolé. »« Merci. Mon fils avait 3 ans. Il s'en souvient à peine. »« Je me souviens de son parfum, » murmura Sébastien. Il sentait des fleurs. Marcus, ses yeux brillaient. « Oui, la lavande. »« Mon papa est parti, » dit soudain Charlie. Il ne voulait plus être papa. Viviane rougit. « Chérie » mais l'enfant continua. « Je m'en souviens à peine. Maman dit que ce n'est pas ma faute. » Marcus acquiesça doucement. « Ta maman a raison. Quand les gens partent, cela en dit long sur eux et rien sur toi. » Viviane le regarda. Pour la première fois, elle rencontrait un homme. L'esprit.
Ils parlèrent jusque tard dans la nuit des enfants, du travail, de la vie. Marcus ne mentionna jamais son poste. Il parla seulement de mon entreprise dans le centre-ville. Il ne voulait pas être le riche, mais simplement un homme qui écoute. Quand lui et Sébastien sont finalement partis, Vivien a dit doucement « Merci pour tout. C'était le plus beau réveillon de Noël depuis des années. » « Pour nous aussi, » a répondu Marcus. « Peut-être pourrions-nous rester en contact, au cas où les enfants voudraient se revoir. » Une hésitation, puis un sourire. « Oui, peut-être. » Ils échangèrent leurs numéros. Plus tard, assis dans la voiture, Marcus se sentit léger pour la première fois depuis 3 ans. Sébastien sourit. « Papa, on pourra leur rendre visite? »« Je l'espère, mon garçon, » répondit Marcus, et son cœur répondit en silence. « Moi aussi. » Les jours après Noël passèrent à toute vitesse. Dehors, les derniers flocons de neige virevoltaient au-dessus de l'Ulster, et dans l'esprit de Marcus, tout tournait autour d'une femme aux yeux fatigués et sincères. Il écrivit un message à Vivien, avec précaution, sans être trop insistant. « Je voulais juste savoir si elle et Charlia avaient bien commencé la nouvelle année. Sébastien parle sans cesse de vos pâtes. » La réponse arriva peu après. « Merci, Monsieur Wyden. Nous allons bien. J'espère que vous aussi. » Une distance formelle, mais Marcus sentait qu'elle n'était pas froide, juste prudente. Il lui écrivit encore quelques petits messages insignifiants et à chaque fois, elle répondit de manière laconique mais amicale, jusqu'à ce qu'un matin, il décide de pousser un peu le destin. Par une froide journée de janvier, Marcus entra à l'hôpital Starion. Officiellement, il souffrait de maux de dos. En réalité, il n'avait qu'un seul objectif, Vivienne. Il demanda à la réception où elle se trouvait, prétendant qu'elle l'avait aidée chez un parent. La réceptionniste sourit. « Ah, l'infirmière Talberg, elle est dans le service ambulatoire. » Chambre 14. Lorsque Vivi entra dans la pièce et le vit, elle s'arrêta. « Marcus, que faites-vous ici? » Il prit d'un air aussi innocent que possible. « Mon dos. J'ai pensé que je devrais le faire examiner. » Elle croisa les bras. « Votre dos, ah oui? Le côté droit, en bas, ah bon, montrez-moi. » 10 minutes plus tard, elle l'avait penché dans tous les sens, pressée et testée. « Vous n'avez rien, dit-elle sèchement. « Peut-être des douleurs dorsales psychologiques, » tenta Marcus en plaisantant. « Peut-être, » répondit-elle en esquissant un sourire. « Mais il n'y a pas de médicament pour ça. » Lorsqu'il se leva, il posa une main sur son bras. « Wewin, je voulais juste vous voir. Je pense beaucoup à vous. » Elle le regarda longuement. « Pourquoi? » « Parce que je ne peux pas m'en empêcher. » Un silence s'installa entre eux, seulement rompu par le bourdonnement des néons. « Marcus, » commença-t-elle doucement. « Je suis aide-soignante. »« Vous êtes un être humain, » l'interrompit-il. « Ni plus ni moins. » Elle rit, mais sans joie. « Vous ne savez pas à quoi ressemble ma vie. Alors laissez-moi vous la faire découvrir. » Viviane hésita, puis acquiesça à peine. Samedi, au parc municipal, à 14 heures. Les enfants peuvent jouer. Marcus sourit. « Je serai là. » Samedi, le soleil d'hiver était froid, mais éclatant. Marcus était arrivé bien trop tôt. Il avait essayé 3 tenues avant de se décider pour un jean et une veste simple, normale, pas PDG. Lorsque Viviane et Charlia arrivèrent, il retint brièvement son souffle. Elle portait un manteau bleu foncé, les cheveux détachés, le visage frais, mais sérieux. « Vous êtes à l'heure, » dit-elle. J'étais même en avance. Bien sûr, c'était une petite plaisanterie à peine perceptible. Sébastien et Charlier se mirent immédiatement à courir, à rire, à se poursuivre dans la neige. Les 2 adultes s'assirent sur un banc. « J'ai réfléchi, » commença Vivien. « Pourquoi je vous ai invité, au juste? Probablement parce que vous avez été honnête au supermarché et parce que vous ne m'avez pas regardé avec pitié à l'époque. Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez petit. C'est difficile quand on se bat constamment, Marcus. » Il acquiesça et elle continua, presque comme dans une confession. « Je suivais une formation d'infirmière, puis je suis tombée enceinte à 20 ans. Rein, le père était ravi. Au début, nous avons pris un appartement. J'ai interrompu mes études pendant un semestre, mais quand Charlier a eu 2 ans, tout s'est effondré. Il ne rentrait plus à la maison, buvait, a perdu son travail. Je travaillais 2 fois plus et il me reprochait de ne jamais être là. Un jour, il est simplement parti. Le compte était vide. Juste un mot. Je n'en peux plus. » Elle serra les lèvres. « Depuis, je me bats seul et parfois, j'ai peur de ne plus pouvoir continuer un jour. » Marcus ne dit rien. Il lui prit simplement la main. « Vous avez réussi, jour après jour.
C'est plus de force que la plupart des gens n'en montrent jamais. Elle sourit amèrement. Vous ne savez pas combien de fois j'ai voulu abandonner. Si, dit-il doucement, je reconnais ce regard. Je l'ai eu moi-même. Ils ont continué à parler longtemps, jusqu'à ce que les enfants construisent des bonhommes de neige et que le soleil disparaisse derrière les arbres. Lorsqu'ils se sont quittés, Vivienne a hésité. Peut-être pourrions-nous recommencer. Samedi, à la même heure. Samedi, a-t-elle confirmé. Ce qui avait commencé comme une rencontre entre enfants est rapidement devenu un rituel. Ils se retrouvaient tous les samedis. Parc, aire de jeu, café. Parfois, ils s'asseyaient tous les quatre dans un petit bistrot avec un chocolat chaud pendant que les enfants dessinaient. Marcus parlait de sa femme Viviane et de ses gardes de nuit. Il ne mentait jamais. Mais il ne disait pas qu'il était le propriétaire de l'entreprise dont on parlait dans les journaux. Il conduisait sa vieille Toyota, portait des vêtements normaux, payait discrètement. Il voulait qu'elle l'aime, pas son argent. Mais chez lui, il travaillait en coulisses à quelque chose qui allait changer leur vie. Il a officiellement rencontré le directeur financier de l'hôpital pour discuter d'un don de son entreprise. Quelques semaines plus tard, la fondation Widen Care a été créée, un fonds d'aide pour le personnel hospitalier ayant des frais de santé élevés, financé anonymement, en réalité par Marcus personnellement. Vivien a été la première à voir ses dettes effacées, 39 000 € simplement effacés, et peu après, elle obtint une promotion, celle d'aide-soignante senior. Meilleur salaire, horaire régulier. Lorsqu'elle appela Marcus, elle pleura. « Marcus, tu ne vas pas le croire. L'hôpital a payé mes dettes et m'a promu. Je peux enfin respirer, enfin dormir. Je ne sais pas qui remercier. » Le cœur de Marcus se serra. Alors remercie simplement la vie. Vivien, les semaines passèrent. L'hiver fit place aux premiers jours du printemps et les rendez-vous dans le parc se transformèrent en petites excursions au Miniature Wonderland sur les rives de l'Elbe, dans des cafés remplis de rire. Vivien s'épanouissait. Elle riait à nouveau, se maquillait même parfois. Marcus se rendit compte qu'il tombait amoureux, silencieusement, mais profondément. Quand elle riait, il oubliait qu'il était riche. Quand elle le regardait, il se sentait à nouveau humain. Et chaque fois que Sébastien et Charlie se tenaient la main, il se disait que c'était ça, la famille. Un samedi après-midi, sous les cerisiers en fleurs, ils étaient assis côte à côte sur une couverture. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai été aussi heureuse, » dit Vivien doucement. « Alors vous devriez vous y habituer, » murmura Marcus. « Je pense que j'aimerais que cela arrive plus souvent. » Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie? » « Que je l'aime bien, beaucoup. » Vivien prit une profonde inspiration. « J'ai peur, Marcus, j'ai un enfant. Je ne peux pas me permettre d'être à nouveau déçu. Je ne veux décevoir personne, dit-il là. Plus maintenant. » Elle le regarda longuement, puis murmura. « Alors ne le faites pas. » Marcus lui prit la main, et à cet instant, il se jura de ne jamais le faire. Il ne se doutait pas que c'était précisément ce qu'il avait caché qui allait tout détruire. Le printemps s'installa comme un doux voile sur Hambourg. Les cerisiers fleurissaient dans les parcs et la vie semblait ouvrir un nouveau chapitre pour Marcus et Vivien. Leur rencontre était depuis longtemps devenue une routine. Ce n'étaient plus des coïncidences, mais des rendez-vous secrets dont ils se réjouissaient tous les deux en cachette. Sébastien et Charlier étaient devenus inséparables. Ils bricolaient ensemble, faisaient leurs devoirs, construisaient des châteaux de sable dans le parc et se disputaient comme de vrais frères et sœurs. Vivien et Marcus en riaient. C'était facile et c'était nouveau, mais sous la surface, une peur grandissait dans Marcus. Chaque fois que Vivien lui demandait « Que fais-tu exactement dans ton entreprise ?» Il éludait de la question. Il répondait « Gestion de projet ou quelque chose en rapport avec l'informatique. » Et à chaque fois, il voyait dans ses yeux qu'elle le croyait parce qu'elle voulait que ce soit vrai. En avril, l'hôpital a reçu une invitation au grand bal de bienfaisance à l'Hôtel Atlantique. Une soirée charity au profit du service pédiatrique, organisée par la société Widen Technologies. Viviane avait toujours évité ce genre d'événement. Trop cher, trop étranger, mais cette fois-ci, elle pouvait se le permettre. Pour la première fois depuis des années, elle acheta une robe simple, noire mais élégante. Elle demanda à Marcus s'il voulait l'accompagner. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il en détournant le regard, « mais j'ai un dîner d'affaires ce soir-là. »« Bien sûr, » répondit-elle avec un petit sourire déçu. « Le travail passe avant tout. » Il lui baisa la main. « Je préférerais être avec toi. »
La salle d'armes, la salle de bal s'étillait à la lumière des lustres. Médecins, directeurs et sponsors discutaient, un verre à la main. Vivien se sentait déplacée, mais ses collègues l'entraînèrent avec elle. Rire, burent du champagne, jusqu'à ce que la directrice s'approche du micro. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, aujourd'hui, nous souhaitons honorer un invité spécial, un homme qui a soutenu notre hôpital avec une générosité exceptionnelle cette année. Ces barquillons, dont ont permis la création du nouveau service pédiatrique et ont aidé de nombreux employés qui souffraient des frais de santé de leur famille. Veuillez accueillir avec moi le directeur général de Widen Technologies, M. Marcus Widen. Vivienne se figea, les applaudissements retentirent et il monta sur scène. Son Marcus en smoking, sûr de lui, rayonnant, et elle comprit les dons, la promotion, les dettes qui avaient soudainement disparu, tout cela grâce à lui. La salle devint floue. Elle entendait à peine son discours sur la responsabilité et l'humanité. Sa voix, d'habitude chaleureuse et familière, résonnait désormais comme une mélodie étrangère. Lorsque les applaudissements retentirent à nouveau, elle posa son verre, lutta contre le tremblement de ses mains et sortit. Dehors, dans le vent froid du printemps, elle respirait difficilement. 4 mois. 4 mois pendant lesquels elle avait cru que quelqu'un l'avait enfin vue, non pas comme un cas, mais comme une femme. Et tout n'avait été qu'un mensonge. Vive, sa voix derrière elle. Il courut après elle, la cravate défaite, le visage tendu. « Écoute-moi, s'il te plaît. » Elle leva la main. « Ne fais pas un pas de plus, je voulais te le dire, quand? Après le prochain prix ou après la conférence de presse? » Sa voix tremblait. « Tu as manipulé ma vie? » »« Non, je voulais juste t'aider. » »« M'aider? Tu m'as pris tout ce pourquoi je me suis battu. Ma dignité, ma fierté. Tu as décidé de ce dont j'avais besoin sans me demander mon avis. »« J'avais peur, s'écria-t-il. Je pensais que tu me verrais différemment si tu savais qui je suis. Je te vois maintenant et je ne sais plus si je peux encore te croire. » Des larmes coulèrent sur son visage, mais elle ne recula pas d'un pas. « Je suis tombée amoureuse de toi, Marcus, pas de l'homme des journaux, mais de celui qui cuisinait des pâtes et écoutait mon enfant. Mais cet homme n'existe apparemment pas. Si, dit-il désespérément. Je suis toujours cet homme, peut-être, mais l'argent se dresse toujours entre nous et je ne peux pas vivre en me demandant à chaque fois si je te dois quelque chose ou si j'ai de l'importance pour toi. » Elle se détourna. « À Vivien, s'il te plaît, pour les enfants. Dis à Sébastien que Charlia lui manque, mais j'ai besoin de prendre mes distances et tu devrais respecter cela. » Puis elle partit et Marcus resta seul dans son costume coûteux, entouré de toute cette splendeur qui soudain n'avait plus qu'un goût de vide. Les semaines qui suivirent furent insupportables pour tous les deux. Sébastien demandait tous les jours pourquoi il ne voyait plus Viviane et Charlie. « Tu les as rendus tristes, papa? » Marcus répondait simplement. « Oui, un peu. Mais parfois, les gens ont besoin de temps. » Viviane, quant à elle, luttait contre une autre douleur. Charlie pleurait la nuit et demandait « Sébastien ne reviendra jamais ?» Et Viviane ne savait pas quoi répondre, mais au fond d'elle-même, une autre question la taraudait. Marcus avait-il vraiment agi par fierté ou par amour? Son mensonge était-il motivé par le contrôle ou la peur? 3 semaines plus tard, on frappa à sa porte. Ce n'était pas Marcus, mais Madame Peterson, la vieille voisine du rez-de-chaussée. « Viviane, ma chère enfant, ta petite a encore dessiné quelque chose. » Elle lui tendit un papier sur lequel étaient dessinés 4 bonhommes allumettes se tenant par la main. En dessous, une écriture griffonnée disait « Maman, Marcus, Sébastien, Charlie ». Vivien faillit s'effondrer. Cette petite feuille était comme un coup de poing dans la poitrine. Elle s'assit, serra le dessin contre elle, et les larmes qu'elle avait retenues pendant des semaines jaillirent. Le lendemain soir, elle décrocha le téléphone. Marcus répondit immédiatement. « Viens, nous devons parler, sans colère, sans excuse, juste honnêtement, quand? » « Demain soir, quand Charlia dormira, je serai là. » Le lendemain soir fut calme. Viviane avait préparé du thé, mais personne n'en but. Ils étaient assis sur le petit canapé, un mur invisible entre eux. « J'ai réfléchi, commença-t-elle. Oui, tu as menti, mais ce qui m'a blessé, ce n'était pas l'argent. C'était le fait que tu ne m'as pas laissé le choix. Tu m'as protégé comme si j'étais faible. » Marcus acquiesça. « Je sais que je voulais faire ce qu'il fallait, mais je me suis trompé. J'avais peur, Marcus, peur de te perdre,
Pas à cause de ton mensonge, mais parce que tu vis dans un monde auquel je n'appartiens pas. Il se rapprocha d'elle. Je ne veux pas d'un monde sans toi et je te promets de ne plus avoir de secrets. Plus jamais. Elle respira profondément. J'ai besoin de temps pour te faire à nouveau confiance. Mais je veux essayer. Pour nous. Pour les enfants. La voix de Marcus était rauque. Je t'aime, Will. Elle ferma les yeux. Moi aussi. Puis ils s'embrassèrent tendrement, avec hésitation, comme des gens qui savent à quel point la confiance peut faire mal et qui osent quand même. 6 mois plus tard, tout avait changé, non pas par magie, mais grâce à la patience, aux discussions et à d'innombrables petits gestes. Marcus avait tenu parole. Plus de secrets. Il montra à Vivian sa vraie vie, son entreprise, son appartement au-dessus de l'Elbe, la partie de lui-même qu'il avait cachée pendant des années. Au début, elle se sentait étrangère dans ce monde de verre et de marbre. Mais Marcus l'y fit entrer, non pas en tant qu'invité, mais en tant que partenaire. Il entra également dans son monde, dans les couloirs de l'hôpital, entre les moniteurs qui bipaient et les gardes trépidantes. Il a fait la connaissance de ses collègues, lui a apporté du café, a attendu patiemment lorsqu'elle était épuisée après son service de nuit. Ainsi, 2 vies se sont lentement rapprochées. 2 blessures sont devenues un cœur. Sébastien et Charlie étaient désormais inséparables. Ils se considéraient presque comme des frères et sœurs, fabriquaient des cartes pour l'anniversaire de Marcus et insistaient pour que maman Viviane et papa Marcus viennent ensemble à chaque fête de l'école. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique, et c'était plus que ce qu'ils avaient jamais espéré. Un soir, peu après le dîner, Marcus se tenait dans la cuisine et regardait Viviane essuyer la vaisselle. « Je voudrais te demander quelque chose, » dit-il soudainement. Elle leva les yeux, un peu méfiante. « Ça semble dangereux. » Il sourit. « Viens vivre avec nous, toi et Charlia, pour toujours. » Viviane lui tendit le torchon. « Marcus, c'est un grand pas, je sais, mais nous sommes ensemble tous les week-ends de toute façon. Les enfants demandent sans cesse pourquoi nous ne vivons pas tous ici. Et honnêtement, je ne veux plus passer mes soirées sans toi. » Elle le regarda longuement à une seule condition. « Je paierai un loyer. Je ne veux pas être un projet. » Marcus rit doucement. « Alors tu paieras les courses et je te laisserai utiliser mon lave-vaisselle. » Marché conclu. Le déménagement fut chaotique mais joyeux. Viviane apporta ses vieux meubles, ses plantes, ses étagères remplies de romans et de dessins d'enfants. Les meubles design coûteux du penthouse de Marcus perdirent soudainement leur froideur stérile. Le livre de coloriage de Charlia était désormais posé sur la table basse. Dans la cuisine, une liste de courses écrite en lettres d'enfant était collée. Lait, pain, biscuits, amour. Un soir, Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait Vivien et Sébastien préparer des biscuits, tandis que Charlie était assis sur un tabouret et chantait des chants de Noël. C'était une famille, pas parfaite, mais vivante. 1 an après leur première rencontre au supermarché, Noël revint. Cette fois, ils firent leurs courses ensemble. Pas de silence gênant, pas de honte. Sébastien a insisté pour prendre le plus gros trutan du magasin. En souvenir, a-t-il dit fièrement, parce que c'est ainsi que tout a commencé. Vivien a ri. Alors cette année, nous allons faire la meilleure fête de Hambourg. Le soir de Noël, la maison était remplie de parfums, de pommes, de cannelle, de rôtis, de rires d'enfants. Vivien remuait la sauce. Marcus se débattait avec la dinde. Les enfants mettaient de bazar avec les baies de sureau. « Tu te souviens de l'année dernière ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit Marcus. Je me souviens comment mon fils m'a rendu humain en une seule phrase. » Sébastien sourit. « Était-ce ma faute? C'est grâce à toi que tout s'est bien passé. » Vivien posa la cuillère en bois, le regarda et murmura. « Je pensais que ce jour serait le pire de ma vie, mais il a été le début de tout. » Marcus s'approcha d'elle, posa une main sur sa joue, car l'honnêteté fait parfois mal avant de guérir. Elle acquiesça, les larmes aux yeux. Pendant le repas, Marcus leva son verre. « À nous, dit-il, aux secondes chances, aux enfants qui sont plus honnêtes que les adultes et à la femme qui m'a réappris à vivre. » Vivi leva son verre à la confiance, au courage et au fait que parfois, ce n'est qu'en commettant des erreurs que l'on trouve le bon chemin. Sébastien cria « Truthon » et tout le monde rit. Plus tard, lorsque les enfants se furent endormis, Marcus et Vivien s'assirent sur le balcon. Sous leurs pieds,
L'Elbe scintillait dans la lumière hivernale. Tu sais ce que j'ai fait? Demanda Marcus à voix basse. Quoi donc? J'ai démissionné de mon poste de directeur général. Viviane le regarda avec surprise. Pourquoi? Parce que je veux vivre, parce que je veux changer le monde, pas seulement avec de l'argent, mais avec du temps. J'ai créé une fondation qui aide les familles comme tu en avais besoin, et je veux que tu sois ma partenaire. Pas seulement un nom sur un papier, mais le cœur de cette négociation. Viviane resta silencieuse un instant, puis elle sourit. Alors faisons-le ensemble. Je sais ce que c'est que de tout perdre et de se relever. Il l'attira vers lui et l'embrassa tendrement. Je savais que tu dirais oui. Le lendemain matin, ils furent réveillés par les rires des enfants. Sébastien avait répandu des œufs dans toute la cuisine parce qu'il voulait préparer le petit déjeuner. Charlie l'aidait avec zèle, ne faisant qu'empirer les choses. Vivien se tenait dans l'embrasure de la porte et riait aux larmes. Marcus s'est placé derrière elle et l'a enlacée. « Assieds-toi », lui a-t-il murmuré. « Le chaos est le nouveau bonheur. » « Alors nous en avons beaucoup, a-t-elle gloussé. Il l'a embrassé sur le sommet de la tête. C'est exactement comme ça que ça doit être. Quelques semaines plus tard, un article sur la nouvelle fondation, l'initiative Weidenthal-Berg, Espoir pour les parents isolés, a été publié dans un magazine hambourgeois. La photo qui l'accompagnait montrait 4 personnes assises sur un banc public. Marcus, Vivienne, Sébastien et Charlia. Derrière eux, la ville s'épanouissait. En dessous, on pouvait lire « Parfois, une famille commence par une phrase sincère prononcée au supermarché. » Lorsque Vivien lut l'article, des larmes coulèrent sur son visage. « Je n'aurais jamais pensé figurer un jour dans une telle histoire, » murmura-t-elle. Marcus lui prit la main, et « Je n'aurais jamais pensé qu'une phrase de mon fils me sauverait la vie. » Ils rirent, puis s'étreignirent longuement, fermement, avec gratitude. Dehors, la neige tombait à nouveau sur Hambourg. À l'intérieur, ça sentait le café, la sécurité et la vie. Et dans cette chaleur, ils savaient tous les deux. Le passé les avait brisés, mais l'amour les avait reconstruits. Meuse.